an end to poverty, the abolition of the death penalty, human rights, free education, the banning of child labour, women's liberation, the creation of a United States of Europe. Victor Hugo was the living embodiment of a 19th century which was the precursor to our own world, and the battles he chose to fight reflect a remarkably visionary mind. Compte tenu de l'évolution du monde, il y a des poèmes qui sont d'une modernité, d'une actualité, mais absolument stupéfiante. Vous lisez, alors oui, ça c'est contre le stalinisme. Ça c'est contre la guerre d'Irak. Ça c'est pour l'écologie. Ça c'est contre le néolibéralisme et l'économie financière. Vous êtes absolument... c'est sidérant. Et ça c'est le côté poète, le côté visionnaire, le côté imaginatif qui se projette. « 20 years of exile and 83 years of living through the meanderings of a revolutionary century would transform this young monarchist into a patriarch of the French Republic. » Hugo, il disait moi j'oscille entre la civilisation et la révolution. Quand l'ordre est en danger, il faut faire attention, il faut sauver la civilisation et la liberté. Quand l'ordre est trop établi, il faut remettre un peu de révolution parce que sinon, voilà, on va vers trop peu de liberté. Bon, à mon avis, il était pour un réformisme radical, Hugo. Il avait peur des révolutions, mais il était pour un réformisme radical. At the age of 28, Victor Hugo was already a star. The author of The Last Day of a Condemned Man and Hernani was starting work on a new novel, The Hunchback of Notre Dame, in which he brought a world of colourful medieval characters to life. Absorbed by his creation, Hugo didn't see the real people of his time having a revolution right outside his window, fighting for the setting up of a republic. With the bourgeoisie pulling the strings, these 3 glorious days of July culminated in a constitutional monarchy with the power concentrated in the hands of King Louis-Philippe. Au début, la génération romantique veut faire surtout une révolution esthétique. Il ne s'agit pas de faire une révolution politique, hein. Il faut aller à l'encontre des règles classiques. Donc c'est d'abord une bataille esthétique. A figurehead of the Romantic movement, Victor Hugo lived in a bourgeois cocoon with his wife, Adèle Fouché, and their children. Yet the poet felt a need for contact with the people, whom he glimpsed without really understanding them. He found this contact in the person of Juliette Drouet, an actress with a past as a courtesan, who would be his mistress for 50 years. Moi aussi, j'ai à me plaindre du sort et de la société. Du sort, parce qu'il m'a jeté dans une condition au-dessous de mon intelligence. De la société qui me retranche chaque jour de la portion d'amour et de bonheur que tu partages si généreusement avec moi. J'ai besoin de ton image pour appuyer mon regard quand tu n'y es pas. Having been awarded the Légion d'honneur at the age of 24, he was received into the Académie Française when he was only 39. In just a few years, the flamboyant writer had become a solid figure of the establishment. Mais le Victor Hugo de 1840, il se fait nommer vicomte, c'est ridicule. Tout le monde rigole, c'est ce body. Quoi, il est vicomte de quoi? Bon, il court après les honneurs, il court après les médailles, il court après les postes officiels, il est tous les soirs dans les dîners en ville, il est mondain, il va à toutes les occasions au palais. Enfin, c'est ça, le Victor Hugo. Chateaubriand, qui a été et académicien et pair de France, a dit à Hugo que l'Académie n'a pas grand intérêt, mais qu'au moins elle lui ouvrirait la possibilité d'une activité politique. Which is what happened. In 1845, King Louis-Philippe raised Victor Hugo to the highest political position in the regime. He now put on the trappings of a peer of France, sitting at the Luxembourg Palace.
This chamber of peers held greater power than that of the Senate in present-day France. And what did Hugo do with his power? He made speeches in support of Poland and the protection of the French coastline, causes which didn't really reflect the social preoccupations of his literary work. Now 40 years old, Victor Hugo had achieved all the honors, and he was not writing. For 2 years, he'd been suffering writer's block, after the elder of his 2 daughters, Léopoldine, drowned in the Seine in 1843. Je lève les yeux sur lui. Jamais tant que je ne vivrai, je n'oublierai l'expression de désarroi sans nom sur sa noble figure. Ses pauvres lèvres étaient blanches. Ses beaux yeux regardaient sans voir. Son visage et ses cheveux étaient mouillés de pleurs. Il ne publie plus rien après cet événement. Il ne publie pas, mais il écrit. Mais il écrit. Et il écrit même le début des Misérables. Mais c'est pas encore Les Misérables. Il essaye d'écrire Les Misérables. Il fait un travail formidable, il va dans les quartiers populaires, il note les l'argot, par exemple. Il fait un travail très pointu sur l'argot employé dans les quartiers populaires. Et pourquoi ? Parce que, à l'époque, tout à coup, il y a eu des succès littéraires extraordinaires. Des livres à consonance sociale, populaire. Il voit bien cette mode qui monte, et tout à coup, il se sent décroché. Il est décroché, d'ailleurs. La jeune génération se moque de Victor Hugo. Et donc, il avait écrit Notre-Dame de Paris à la manière de Walter Scott, il va écrire un roman. Il essaye, il envoie des pages à Juillet Drouet, mais il tâtonne, mais il n'y arrive pas, il va y arriver qu'en 62. Il commence une expérience très intéressante, un journal qu'il appelle « Journal de ce que j'apprends chaque jour », où il décide de raconter au jour le jour tout ce qu'il apprend quotidiennement. Hugo took notes about the people living on the edges of the city, in hovels covering acres of wasteland. To his way of thinking, the eradication of poverty could only be achieved from above, through reform and education. He saw the people's anger growing, but not the will of the workers to organize themselves. For how could they? They had no vote. Invisible and without a voice, they simply labored. Sur l'arc-en-ciel politique français, il commence plutôt dans les rangs conservateurs, mais il a déjà une fibre sociale. C'est pas à la fin de sa vie qu'il va devenir un homme soucieux des misérables, ou pas du tout. Je veux dire, Victor Hugo, quand il est jeune conservateur, il défend l'abolition de la peine de mort, il défend déjà les pauvres, il a déjà cette fibre-là. Il y a un texte extraordinaire, c'est qu'il est invité, comme c'est un personnage officiel, au mariage je crois que c'est du duc de Montpensier. Et il revient, et là, il voit le contraste entre ces gens emplumés, dans des beaux costumes qui reviennent après cette fête inouïe, et la foule sur les trottoirs de gens pauvres, etc., et la haine dans leur regard, la haine dans leur rumeur. Et là, il perçoit quelque chose se prépare. « 19 février. On discutait à la Chambre des pairs sur la loi sur le travail des enfants dans les manufactures. Je venais d'écrire sur une feuille « La misère amène le peuple aux révolutions et les révolutions ramènent le peuple à la misère ». Les misères sont interrompues. La rédaction du roman est interrompue par la Révolution de 1848. Il les interrompt pour cause de révolution. Il faut se mettre dans la tête des personnages de l'époque et des individus. C'est un chaos extraordinaire. On s'arrête. Surtout avec le talent d'Hugo, c'est impossible d'écrire. Donc la parenthèse, elle est normale. The workers were hoping for social progress and universal suffrage. Muzzled by the July monarchy, they erupted in a new revolution in February 1848. 24 février.
Partout, on travaille activement aux barricades déjà formidables. C'est plus qu'une émeute. Cette fois, c'est une insurrection. From the 22nd to the 25th of February, the labouring classes reduced the ancient structures of the state to dust and took control of Paris. The people invaded the Palais des Tuileries and trampled over the throne of France. The Chamber of Peers was dissolved. Place du Châtelet, j'ai entendu un homme dire à un groupe « c'est 1830 ». Non. En 1830, il y avait le duc d'Orléans derrière Charles X. En 1848, derrière Louis-Philippe, il y a un trou. The power vacuum provided the opportunity for a handful of militant Republicans, aligned with the poet Lamartine, to form a provisional government. Lamartine est déjà engagé en faveur de la République, et donc tout naturellement, c'est l'homme de la situation, et c'est lui qui va devenir quasiment le chef du gouvernement provisoire. Hugo est encore aux marges de la vie politique. Unlike in 1830, this time the people didn't want the revolution hijacked by the bourgeois classes. Gathering at the Hôtel de Ville, they urged this provisional government to proclaim the Second Republic, in which the workers expected to play a role. Their demands were for universal suffrage, the right to work, and the eradication of poverty. Their symbol was the red flag. On the square in front of the Hôtel de Ville, Lamartine was the living embodiment of the poet of the Revolution, the opposite of Hugo, and he succeeded in posing the three colours which suited his own vision of a more moderate republic. En 3 jours, la République est proclamée. C'est-à-dire que cette République qui était à peine esquissée, qui était réclamée, mais presque de manière clandestine, explose. Plus personne ne met en cause l'idée même de République. C'est ça qui est extraordinaire. Alors que très très vite, il va y avoir un ralliement massif à la République, tout le monde. Tous les monarchistes deviennent républicains, tous, pratiquement. Vous avez le cas de Baudelaire. Baudelaire, qui est quand même un réactionnaire terrible en politique. Là, il a une phase pendant de gauchisme, pendant 3 ans, c'est terrible. Bon, Victor Hugo est un des rares qui dit non, qui refuse. Il dit, moi, j'étais contre la République hier, je ne suis pas pour la République aujourd'hui. Il refuse absolument. J'étais hier père de France, j'étais hier pour la Régence et la liberté me paraissait compatible avec la monarchie. Il ne peut pas tourner sa veste comme ça et devenir du jour au lendemain un républicain. Et il se définira lui-même comme un républicain du lendemain. Cela dit, la République lui paraît tout de même le régime de l'avenir. La République universelle sera le dernier mot du progrès. Mais son heure est-elle venue en France? C'est parce que je veux la République, que je la veux viable, que je la veux définitive. Voyez l'immensité du pas qui est franchi. Des ouvriers vont remplacer la Chambre des Pairs. Une des premières lois, un des premiers décrets, c'est le droit au travail. C'est-à-dire que l'abolition de la misère est étroitement liée au droit au travail. Et pour éviter le chômage, donc, on va organiser des ateliers avec des travaux généraux qui vont permettre de gagner un tout petit peu à ceux qui seront embauchés dans ce cadre des ateliers nationaux. Inside the Luxembourg Palace, a workers' commission voted in bills which would make jobs available for those 100,000 Parisians who were unemployed. But the bosses were determined to keep these national workshops unproductive, to prevent any competition with their own industries. Victor Hugo missed the finer points of this maneuver, seeing it as just an incitement to idleness. Noble et digne peuple qu'on pervertit. Oisiveté, paresse, fainéantise organisée, aumône qui flétrit le cœur au lieu du salaire qui le satisfait. En 4 mois de fainéantise, on a fait du brave ouvrier un flâneur hostile auquel la civilisation est suspecte.
Fearing bloodshed on the scale of the French Revolution, Victor Hugo was blind to the workers' aspirations, and he stood in the elections on the right. Notables in the provinces were able to manipulate universal suffrage with impunity because half of rural France was still illiterate. So the new National Assembly filled up with a slew of conservative parliamentarians who quickly allied with the monarchists. Ma première parole a été pour demander la dissolution des ateliers nationaux et leur transformation d'une institution nuisible en une institution utile. À partir du moment où les ateliers nationaux sont fermés, l'insurrection de juin est spontanée. From the 24th to the 26th of June 1848, Paris was suddenly bristling with 400 sets of barricades. It was civil war. The Assembly deliberately let the insurrection degenerate before calling out the troops. This was an opportunity to get rid of the rabble once and for all. Il sera encore du côté de l'ordre, Victor Hugo. Il est très courageux à ce moment-là. Plus tard, il sera courageux en allant aux barricades en tant qu'insurgé, mais là, il est courageux parce qu'il va aux barricades pour convaincre les insurgés d'arrêter le combat, de se rallier à l'ordre républicain établi. Hugo the poet didn't see this avant-garde of the workers' movement as the political awakening of the people. To his way of thinking, their emancipation should come through the vote, and this minority of insurgents was an affront to universal suffrage. Et très vite, Victor Hugo va le dire, le peuple se battait contre lui-même. Ce qui n'est pas exact. Ceux qui se sont battus, c'est ceux qui ne se retrouvaient pas dans cette République qui, de fait, n'était pas la leur. Parce que ce qu'ils avaient obtenu, de manière extrêmement concrète, c'est-à-dire la diminution du temps de travail, l'abolition du marchandage, l'abolition du travail à la tâche, petit à petit, bien sûr, était grignoté. Comment savoir ce qui s'est réellement passé? En tout cas, rien ne prouve que Hugo ait fait tirer sur des insurgés. D'autant plus qu'il va être absolument indigné, effaré par la répression de juin. Il va constamment se démener pour sauver des condamnés politiques, les sauver de l'exécution, pour les sauver de la déportation. Et voilà, donc on imagine mal Victor Hugo faisant tirer sur la foule. The repression of the 1848 June uprising was orchestrated by General Cavaignac, who stood in the first presidential election. The only other candidate who could block his path was a certain Louis-Napoleon Bonaparte, nephew of the emperor. La figure de Napoléon, futur Napoléon III, était marquée par un engagement du côté des plus démunis, de la pauvreté. Il a écrit un opuscule dans cette direction-là. La grande majorité des écrivains sont extrêmement sensibles au bonapartisme, c'est-à-dire que l'entrée du peuple dans l'histoire correspond, est concomitant de l'entrée des armées napoléoniennes dans l'histoire. Cette espèce de légende, d'épopée, elle est inscrite dans les têtes. Et le neveu bénéficie de cette légende. J'hésitais devant la République, je le déclare. Mais quand j'ai vu la République prise en traître, saisie par des ennemis, jetée à terre, quand j'ai vu son sang couler à flots, alors, moi qui au jour de triomphe m'étais tenu à l'écart, je me suis approché d'elle au moment où tant d'autres s'en éloignaient. Maintenant, je combats pour elle. Républicains, ouvrez vos rangs, je suis des vôtres. Rapidement, Hugo va déchanter. Il va s'apercevoir que ce Louis Bonaparte ne se comporte pas du tout comme on aurait pu l'espérer, vu ce livre « L'extinction du paupérisme », dont le titre pourrait faire penser à l'abolition de la misère, pour laquelle lui-même, Hugo, plaide à la tribune de l'Assemblée. Messieurs, vous avez sauvé la société, les institutions, la paix publique. Vous avez fait une chose considérable, mais vous n'avez rien fait, j'insiste sur ce point, tant qu'il y a en dessous de vous une partie du peuple qui désespère.
Je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. Les types les regardent. Non mais quoi, on a dit ça, d'accord, on a mis ça sur les affiches, mais c'est pour mettre sur des affiches, c'est pas pour faire. C'est ridicule, on va pas combattre la misère, on n'a jamais combattu la misère. C'est Dieu qui a voulu le monde comme il est. Et là, on sent une naïveté incroyable. Et dit comment, mais alors on l'a mis et on n'y croyait pas, et on l'a dit mais faut pas le faire, et ça. Il est consterné, totalement consterné par ça. His political split with the right began with his speech about poverty. It would widen further, and he cut all ties with the Élysée Palace after the Count de Falloux put forward his education bill. C'est un ministre de l'Éducation, de l'Enseignement, qui propose une loi sur la liberté de l'enseignement qui, en réalité, confie l'enseignement à la surveillance et au contrôle de l'Église. Et là, Hugo prononce un discours pour un État et un enseignement laïque, non inféodé à l'Église, et bien sûr, ces prises de position sont reçues par un grand nombre de catholiques et de gens de droite comme une rupture totale de Hugo avec leur camp. Ô peuple, tu as bien souffert et tu souffres encore, et tu es bon. Tu as toutes les rapides colères, et aussi toutes les saintes innocences de l'enfant que tu es encore. Hélas, tu resteras enfant jusqu'au jour où l'enseignement gratuit et obligatoire t'aura donné ta légitime part de lumière. Ça va créer le corps électoral de droite, le corps électoral que vise Louis Bonaparte, qui sait très bien qu'il va tôt ou tard se faire nommer empereur. On the night of the 2nd of December, the troops were deployed in Paris. The National Assembly was dissolved and a state of siege was proclaimed. Republican members of parliament and generals were arrested in their homes. Hugo tried to organize a people's resistance to Louis Napoleon's coup d'etat, finding himself this time on the other side of the barricades. But he was faced with workers who felt no inclination to defend a bourgeois republic which had massacred them in June 1848. On the 4th of December, the resistance collapsed and the executions began. L'enfant avait reçu 2 balles dans la tête. Le logis était propre, humble, paisible, honnête. On voyait un rameau béni sur un portrait. Une vieille grand-mère était là qui pleurait. Pourquoi l'a-t-on tué ? L'enfant n'a pas crié « Vive la République ». Victor Hugo devient Victor Hugo, la figure que l'on connaît, l'immense personnage, particulièrement salué par la totalité des Français. Il devient cette figure à partir du moment où il s'oppose au coup d'État de Napoléon III. Je suis hors de France pour le temps qu'il plaira à Dieu. Mais je me sens inaccessible dans la plénitude du droit et dans la sérénité de ma conscience. Nous, républicains, nous, proscrits, nous sommes le devoir vivant. Que M. Bonaparte en prenne son parti. Pourquoi est-ce qu'il va à Jersey, à Guernesey ? Parce qu'il fait le calcul. Qu'est-ce qui a fait le mythe de Napoléon ? C'est l'île. Et une île, je suis censé voir la France. Donc, Jersey ou Guernesey. Et on est quand même à une époque où la photo n'est pas du tout développée. C'est tout au début, on ne connaît quasiment pas la photo. Il demande à ses fils d'amener à Jersey et Guernesey tout le matériel pour faire de la photographie, parce que le premier, il comprend l'usage de propagande. Et il utilise en effet la photographie, il se monte sur des rochers, parlant avec Dieu, que sais-je, mais pour se construire le personnage de celui qui représente à lui tout seul la République, la démocratie, et tout est calculé comme ça.
Pourquoi il recommence à écrire aussi en disant tout à coup « Mais mon œuvre est une arme ». C'est une arme. Victor Hugo dipped his quill in venom to write Napoleon the Small, a pamphlet about the originator of the coup d'etat. He continued his attack with Les Châtiments, or Castigations, a collection of poems aiming to discredit the regime then becoming established. Louis Bonaparte est mon essuie-plume. Le misérable n'était cuit que d'un côté, je le retourne sur le grill. Châtiment est un livre qui s'en prend à tout le personnel politique qui a soutenu Louis-Napoléon Bonaparte et qui va profiter d'ailleurs de ce soutien pour exercer toutes sortes de fonctions sous le Second Empire. Il restimule la colère politique de manière magnifique, parce que Napoléon III, il le combat alors qu'il avait presque aidé à son installation. Donc il voit comment un homme qu'il a pu défendre s'est transformé en tyran. Donc il comprend toute la faiblesse du système politique et comment il faut toujours se méfier des pouvoirs. L'erreur de M. Bonaparte est de croire qu'il a proscrit des hommes, qu'il a banni tel ou tel citoyen, qu'il a banni la liberté. On pourra dire que ce qu'il a exilé de France, c'est la France même. Il y a un parallèle très fascinant. C'est que Victor Hugo allant à Jersey et à Guernesey, c'est De Gaulle allant à Londres. Il est tout seul. Et pourtant, il dit « Je suis la France ». Vous vous rendez compte, quelque part c'est ridicule, la France, c'est tous les fonctionnaires, tous les journalistes, tous les patrons, toute l'armée s'est ralliée à Napoléon III. Il dit « C'est moi la France ». Et peu à peu, une grande partie du monde va considérer qu'il est la France, ou plus exactement qu'il y a deux France. Il y a en effet la France officielle, c'est de Napoléon III, bon, mais il y a l'autre France, celle qu'on l'aime, celle du drapeau tricolore, celle de la Marseillaise, c'est Victor Hugo. C'est quelqu'un qui arrive à sauver des vies avec sa seule plume, c'est-à-dire que quand il y a des condamnés à mort dans tel ou tel pays, il écrit, il demande la grâce des condamnés et il lui arrive d'obtenir la grâce de ces condamnés. Ça, c'est tout de même assez extraordinaire. Je crois qu'on n'a pas beaucoup d'écrivains qui vont se retrouver dans cette situation. Et il revisite tout ce qu'il a été. Et il revisite notamment 1848 en estimant qu'il s'est trompé. Il revisite tous les systèmes politiques. Et effectivement, c'est une espèce de cure de jouvence. Et ça nourrit complètement sa fibre radicale, sa fibre politique. C'est pas le même homme. Mais je trouve même que Victor Hugo, il devient beau. Et c'est un dandy joufflu avec cette espèce de mèche un peu grasse. Et tout à coup, c'est un beau vieil homme, Victor Hugo. Et c'est pas pour rien que dans notre imaginaire, on a tout de suite Victor Hugo vieux. Parce que finalement, je pense qu'il devient en accord avec lui-même, avec son temps. Distance and isolation provided Hugo with the perspective to overturn his appreciation of the events of 1848. He dug out of his trunk his manuscript of Les Misérables, which he'd abandoned at the time because of the revolutionary events. This sweeping saga of the people and their poverty showed the development of his thinking as it began to form a sort of manifesto for a social utopia. Mais il y a peut-être des choses qu'il n'aurait pas écrites s'il n'y avait pas eu la Révolution. Par exemple, l'épisode des barricades est considérablement augmenté dans la version de 1860. Il est persuadé que l'utopie d'aujourd'hui, c'est le futur de demain. C'est pour ça qu'on voit ces personnages comme Enjolras ou comme Gauvin. C'est-à-dire dans Les Misérables, lorsque Enjolras imagine ce que pourrait être le XXe siècle, c'est au moment où il sait que la barricade va tomber et il s'agit de donner un espoir à ses compagnons aussi qu'ils ne sont pas morts pour rien. La question dans la littérature de la visibilité de ces gens qui par ailleurs ne lisent pas, n'écrivent pas, de ces pauvres. En tant qu'individu, on voit dans les romans parfois les quartiers, mais les zones pauvres sont des zones un peu sombres, avec des masses. Là, les personnages de Victor Hugo, Cosette, Marius, on en parle encore. Et ils sont vraiment nés de ces quartiers-là où on n'était personne.
Et ça, on ne peut pas l'enlever à Victor Hugo, donc on peut lui prêter tous les calculs, et c'était un homme ambitieux. Et on voit dans tous les récits de cette époque des illettrés qui pleurent, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas lu, mais ils savent. On voit des paysans qui ne savent à peine lire, mais qui savent réciter des poèmes de Victor Hugo. Et je trouve ça, moi, assez magnifique sur la puissance du verbe, sur l'écriture, et sur ce qu'est le rôle d'un écrivain. On entre plus profondément encore dans l'âme des peuples et dans l'histoire intérieure des sociétés humaines par la vie littéraire que par la vie politique. Vie politique, vie littéraire, deux côtés d'une même chose qui est la vie publique. Juliette was deeply moved as she copied out the manuscript of Les Misérables, and the publisher wrote to Victor Hugo to tell him that the typesetters were in tears as they printed the novel. On the other hand, the literary set gave the work an icy reception. Even Lamartine found it far too radical. It gave hope to the rabble while denying any to the bourgeoisie. Si le radical, c'est l'idéal, alors oui, je suis radical. Moi, ce qui m'a surprise en tant que lectrice attentive des Misérables, c'est que les individus qui se sont insurgés, qui ont été à l'origine de la Révolution de 1848, sont inexistants. Ce sont les Blancs de Victor Hugo dans Les Misérables. Il y a une série de personnages extrêmement fascinants, attachants, mais aucun ouvrier, à l'exception d'un seul, est Fantine, qui meurt très tôt, comme on le sait. Donc, le rôle concret d'une partie de la population va être un tout petit peu oublié. Et on va oublier les grands mouvements, les grands événements de l'histoire qui ont fait le mouvement, mais non pas le sens. For the workers' movement, the heroic and sentimental vision of the people depicted in Les Misérables didn't correspond to the reality of these people fighting for their emancipation. Still, this didn't stop Hugo becoming the people's writer. The Second Empire collapsed after Napoleon III's defeat by the Prussians at Sedan on the 4th of September 1870. Victor Hugo could finally return to France, which he had left almost 20 years before. Quand Victor Hugo rentre à Paris après 19 ans d'exil, il est très très connu. Il essaie de rentrer incognito, il rentre la nuit, comme ça sera discret. Eh bien pas du tout, parce qu'à chaque arrêt dans les gares, les gens le reconnaissent et hurlent « Vive Victor Hugo !» Et à son arrivée, il y a un grand comité officiel, il y a le peuple qui l'attend en foule, donc c'est raté. Ou au contraire, très réussi. Au contraire, très réussi. Accueil indescriptible. J'ai dit au peuple, vous me payez en 1 heure 20 ans d'exil. With the fall of the empire and the refusal to cede Alsace-Lorraine to the Prussians, a government of national defense was proclaimed. They got to work preparing the resistance of Paris, which was being besieged by the Prussian army. Victor Hugo endured the suffering and privations of the siege of the capital along with the people. Paris se démolissant lui-même pour se défendre est magnifique. Il fait de sa ruine sa barricade. J'ai faim, j'ai froid, tant mieux. Je souffre ce que souffre le peuple. On a abattu l'éléphant du jardin des plantes. Il a pleuré. On va le manger. Les Prussiens continuent de nous envoyer 6000 bombes par jour. Victor Hugo offered the royalties from his poems Les Châtiments to pay for a cannon, which was also named Les Châtiments. It could fire cannonballs over a distance of 8 kilometers, equaling the cannons made in the Krupp steelworks of Prussia. Je défendrai Paris sous n'importe quel drapeau, pourvu que ce soit le drapeau de la France.
Voilà ma règle. Il faut vaincre et il ne faut pas triompher. At the height of the siege, elections were organized for negotiating the terms of the armistice. Victor Hugo stood in opposition to the Prussian annexation of Alsace-Lorraine. Il est républicain d'extrême gauche, il se définit comme révolutionnaire, il lui arrive même de se définir comme socialiste. Bien. Il est élu à Paris, député d'extrême gauche, avec 250 000 voix, je ne sais pas, enfin une norme. Il se trouve que la droite gagne. Adolphe Thiers a apporté à la tribune le traité de paix. Il est hideux. J'ai donné ma démission de représentant. Et il fait un discours inouï, extraordinaire. Le discours de Victor Hugo contre l'abandon de l'Alsace-Lorraine et contre cette paix honteuse, qui pourrait être un discours de l'armistice de 40. C'est vraiment la position de De Gaulle en 40. Et il dit, vous croyez avoir fait la paix, vous n'avez rien fait du tout. Étant donné ces conditions de paix honteuses, humiliantes, le peuple, peu à peu, va vivre dans l'idée de la revanche, va préparer cette revanche. Et ça finira par une guerre bien plus meurtrière que celle qu'on vient de vivre. Et il arrête, il dit, et cette guerre atroce provoquera des révolutions. Et vous me direz, je suis révolutionnaire. Donc tant mieux, je peux le souhaiter. Mais à ce prix-là, non. Le soir, nous avons feuilleté les désastres de la guerre de Goya. C'est beau et hideux. Pour tout le monde, Victor Hugo, c'était un thermomètre parce qu'à la fois, il poussait les vapeurs, la machine des gouvernements, et en même temps, il refusait les explosions. En fait, c'est ça, Hugo. C'est pas un moteur à explosion, mais c'est un moteur. Et donc, ceux qui trouvaient qu'il en demandait trop, finalement, étaient les conservateurs. Et ceux qui trouvaient qu'il n'allait pas assez loin se vivaient comme les révolutionnaires. Et il était une espèce de ligne de partage, comme ça, à pousser la France à évoluer et en même temps à ne pas aller trop loin dans ses révolutions. Victor Hugo's resistance to Thiers and Bismarck further burnished the halo of prestige that had crowned him since his exile. He became the protecting figure of a progressive France urged by the left to seize power. Les révolutionnaires viennent le voir et lui disent, Monsieur Victor Hugo, vous devriez prendre le pouvoir, on devrait vous confier le pouvoir. Et il s'interroge. Là, on l'a retrouvé dans des notes personnelles. Il ne le dit pas publiquement, mais il s'interroge. Il dit, toute une nuit, je me suis interrogé, est-ce que je dois accepter d'être au pouvoir, prendre le pouvoir? Et à un moment, d'après ce qu'il écrit, il dit, oui, je dois l'accepter, c'est mon devoir. Ouais, mais le pouvoir aujourd'hui, pour vraiment soulever la France, la résistance, etc., il faut une dictature. La dictature est un crime. Ce crime, je vais le commettre. J'en porterai la peine. Après l'œuvre faite, que j'échoue ou que je réussisse, quand même j'aurai sauvé la République et la patrie, je sortirai de France pour ne plus y rentrer. Coupable du crime de dictature, je m'en punirai par l'exil éternel. Cette idée lui vient pendant 24 heures, puis après, non, il laisse tomber, il ne prend pas le pouvoir. The peace treaty signed by the government established at Versailles confirmed the relinquishment of Alsace-Lorraine, thus tearing France apart. The Parisians continued their fight against Bismarck and the defeatist government. This latest uprising became known as the Paris Commune. Ce qui se passe pendant la Commune de Paris, c'est le peuple de Paris qui résiste à la manière de 48. C'est-à-dire que c'est une résurgence, c'est un moment de fierté extraordinaire. On ne cédera pas. On pourrait dire que la Commune de Paris, c'est la République démocratique et sociale mise en œuvre pendant quelques semaines. On the very first day of the Commune, 18th of March 1871,
Victor Hugo interred his son Charles in the place reserved for him in the family vault at Père-Lachaise Cemetery in Paris. Hugo then had to travel to Brussels, where his son had lived, to sort out the details of his estate. Leaving France provided the author of Les Misérables with the opportunity to observe the events of this latest Parisian revolution with a certain distance. Et c'est de Bruxelles qu'il va connaître les développements de la Commune, avec tout ce que ça peut impliquer d'ailleurs d'écart, étant donné que bon, il en est réduit à s'informer dans la presse. As far as Victor Hugo was concerned, this civil war had broken out at the worst possible moment. The priority was to repel the Prussian army. They could see about the revolution afterwards. He started distancing himself even further when the Commune started attacking the monuments of Paris. Le bruit court que le Louvre et les Tuileries brûlent. Je ne puis le croire. Les communards vont fusiller des otages, en particulier des prêtres. Vous imaginez, pour Victor Hugo, par rapport à ses principes, c'est quelque chose d'épouvantable. Il ne peut pas l'accepter. Bon. Et donc, il est écœuré. Il ne peut pas se rallier à Versailles, qui pour lui est l'horreur, et il ne peut pas se rallier aux gens qui font ça, qui est une autre horreur. Savagery from both sides. The Commune inhumanly executed 64 hostages. The Assembly responded by shooting 6,000 prisoners. 100 for one. Hugo, il parle énormément du peuple, mais il n'en fait pas une mythologie. Là où, effectivement, généralement, toutes les ailes révolutionnaires en font une mythologie. Et Hugo, il dit que le peuple est quelque chose qui est à éclipse, que le peuple peut devenir la populace. Et c'est vrai que c'est le peuple qui, au pied des gibets, allait crier à mort. Et ça avait obsédé Hugo. The Versailles army crushed the Paris Commune bloodily, pursuing the fighters into Père-Lachaise Cemetery. Thiers' government set up improvised trials, sentencing prisoners to execution or the dry guillotine of deportation to New Caledonia. The frenzied vengeance reminded Hugo of the worst hours of June 1848, and he took the side of the communards. Il est, entendez bien, le seul intellectuel ou écrivain qui se lève pour condamner la répression. Zola applaudit à la répression. Zola. Anatole France, qui va être communiste à la fin de sa vie, applaudit à la répression. Georges Sand applaudit à la répression. Et Victor Hugo est le seul qui se lève et qui condamne la répression, alors qu'il avait condamné l'initiative de la Commune. Il va donner asile aux communards qui essayent de se réfugier en Belgique pour échapper à l'arrestation et à la déportation, et déchaîne non seulement la colère d'un grand nombre de bourgeois belges, mais l'incompréhension aussi de ses propres amis. Et toute la nuit, tout de même, sa maison est lapidée, alors qu'il est avec ses petits-enfants, et il craint pour la vie de ses petits-enfants. Ils reçoivent des jets de pierre, les vitres sont brisées, ça va tout de même très très loin. Et qu'est-ce qu'ils crient, les gens qui manifestent contre Victor Hugo? Ils crient « à bas Jean Valjean ». Tellement il avait créé un personnage qui existait. Pas une fenêtre ne s'est ouverte, pas un secours n'est venu. Il paraît que la police était occupée ailleurs. J'ai vu de près cette vilaine mort, l'assassinat. La conclusion qu'en tire le gouvernement belge, c'est qu'il trouble l'ordre public et donc ne trouve rien de mieux que de l'expulser de Belgique. Et il va ensuite mener un combat tout à fait remarquable en faveur de l'amnistie pendant plusieurs années. Je l'ai dit, c'est ma loi. Je défends les vaincus. Et là, il va se représenter aux élections, il va être écrasé. C'est-à-dire que son électorat, il est au bagne, ou il est tué, ou il est mort, ou il est au bac, ou il est en exil. J'ai eu 93 123 voix. Louis Blanc a entendu ce mot à Versailles. Il y a donc encore 93 000 gredins à Paris ? Beaten in the election and isolated in his struggle for an amnesty,
Victor Hugo had nothing to keep him in Paris. He went back to Guernsey in voluntary exile to write a new novel. The poet crystallized his thoughts about the French Revolution and the Terror in this new work, 93, while he was still reeling from the crushing of the Commune and adopting the role of reconciler. Moi, je ne veux pas de service militaire. Je veux la paix. Vous voulez les misérables secourus. Moi, je veux la misère supprimée. Vous voulez l'impôt. Je veux supprimer le prêtre, le juge, le soldat. Ma pensée est toujours en avant. Je fonderai une république d'esprit. Victor Hugo's entourage urged him to return to politics and pursue one last fight for total amnesty for the communards. On the 30th of January 1876, he was elected a senator in Paris, which he would remain until his death. Cette salle du Luxembourg, je ne l'avais pas revue depuis le 25 février 1848. J'en suis sorti alors pair de France. J'y suis rentré aujourd'hui sénateur. Débat sur l'amnistie. À 3 heures, j'ai parlé. Faites une république sans état de siège, sans bâillon, sans exil, sans bagne politique. Ils sont restés pétrifiés et muets. La démocratie a triomphé et elle va faire un certain nombre de choses qu'il appelait de ses voeux. L'enseignement libre, obligatoire, laïque, c'était un de ses grands objectifs. D'ailleurs, elle va aussi à une autre de ses demandes qui était l'impôt progressif sur les revenus, elle va le faire aussi, enfin beaucoup de choses. Et donc, paradoxalement, ce personnage qui, depuis 25 ans, était l'anti-pouvoir, hein, il devient l'idéologue presque officiel du pouvoir. Ça ne l'empêche pas d'être toujours critique, d'ailleurs, quand on lit ce qu'il écrit à l'époque. The Victor Hugo Salon in the Senate reflects the image that has come down to us, that of a patriarch of the Republic. Having gone from the monarchist right wing all the way to the far left, at one time or another, he'd managed to alienate himself from every party. Je ne suis pas avec un parti. Je suis avec un principe. Le parti, c'est le feuillage. Cela tombe. Le principe, c'est la racine. Cela reste. Victor Hugo's death forced the parties, which had so often rejected him, to combine their respective colours into a single Republican communion. Tout l'hémicycle, de droite à gauche, à un moment de sa mort, vote les funérailles nationales. Des bonapartistes jusqu'à l'extrême gauche. Ça veut dire que tout le monde, déjà, veut avoir son bout de Hugo. Et comme il a effectivement épousé son siècle, eu des oscillations, tout le monde veut revendiquer un bout de Hugo. Countless numbers came from all over France to gather at the bedside of the author of Les Misérables, passed away on the 22nd of May, 1885. 2 million people gathered on the Champs-Élysées in a vast outpouring of emotion. The poet of the Republic had become the poet of France. Il sait très bien que la République va lui faire des funérailles d'État, mais en même temps, c'est lui qui demande à être dans le corbillard des pauvres. Il veut laisser une trace de ce côté-là. Et c'est toute son ambivalence, c'est de resplendir, d'être une espèce de figure de la République, hein, et de rappeler pour qui et de qui il parlait. Est-ce qu'il avait prévu sa panthéonisation ?
Et c'est une question que se pose la famille. Est-ce que c'est ça qu'il aurait voulu? Ou être à côté de son père, sa mère au Père-Lachaise? Donc la famille finit par dire oui, puisque la Révolution avait fait déjà du Panthéon le temple des grands hommes. Il est le troisième, il rejoint Rousseau et Voltaire. Le peuple peut venir sur les trottoirs, mais pour être du cortège, il faut s'inscrire à la préfecture. Et le cortège est quadrillé, organisé en différentes sociétés. Donc les gens qui veulent être dans ce cortège doivent aller en préfecture, s'inscrire. Et on leur pose des tas de questions. Êtes-vous nombreux? Avez-vous une bannière? Avez-vous renoncé à la Révolution? Ça, c'est une question qu'on leur pose. Et il y en a qui disent non. Et c'est là qu'on leur dit, le drapeau rouge est interdit. Ce qu'ils appellent révolution à cette époque-là est important parce qu'ils appellent ça la révolution sociale. C'est-à-dire comme la République, ils l'ont voulu, beaucoup l'ont voulu. Donc la révolution politique, d'une certaine manière, elle est faite. Même l'extrême gauche est assez favorable, peut-être à part les anarchistes, mais à la République. Mais maintenant, la phase numéro 2, puisque la République est là, c'est une république sociale, une république qui ne soit pas une république bourgeoise, une république qui abatte la misère. Et c'est là que ça se crispe, et que c'est toujours crispé depuis cette époque.